Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, les premiers jours de 2026 qui ont été marqués par un geste d'éclat des États-Unis qui ont débarqué dans le palais présidentiel de Nicolás Maduro pour l'arrêter. C'est le terme qu'il faut employer, même si du point de vue du droit international, c'était plus ou moins justifié, quoi qu'on pense de Maduro, mais disons qu'on n'est pas passé par les voies officielles du côté des Américains. Mais là, on va le faire comparaître néanmoins aujourd'hui. Et toute l'histoire, Maduro, c'est la grosse nouvelle en ce début d'année 2026, au cours de la fin de semaine, cette opération des Américains qui aura duré à peu près 90 minutes, où vraiment, là, on est allé le capturer, lui et sa femme. On l'a mis sur un bateau, on l'a ramené, on l'a emprisonné à New York. Alors aujourd'hui, ce qu'on va surveiller, oui, c'est la comparution de Nicolás Maduro. Ça devrait se faire à midi aujourd'hui devant un tribunal de New York. L'acte d'accusation fait à peu près 25 pages, mais contient donc des accusations de narcoterrorisme, d'importation de cocaïne et de détention d'armes, là, essentiellement. Plusieurs pays maintenant contestent la légalité de l'intervention américaine. À surveiller aussi aujourd'hui, il y aura une rencontre du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se tenir dans la journée à la demande du Venezuela. Ouais, mais c'est quand même beaucoup de questions sur l'avenir du Venezuela. La vice-présidente a pris les commandes du pays. Pour l'instant, Trump dit on a une collaboration correcte avec elle, mais est-ce qu'on souhaite de la collaboration, de l'obéissance? Parce que techniquement, cette femme-là, elle est une proche de Maduro. Elle était dans le régime, dans le parti depuis toujours. Alors, quel est l'avenir? Est-ce que Mme Rodriguez va pouvoir rester au pouvoir longtemps? Bon, elle est hier déjà a fait un premier geste en créant une commission pour la libération du président Maduro et son épouse. Elle a donc annoncé que la commission allait être présidée par le président de l'Assemblée nationale et le ministre des Affaires étrangères, a réuni son premier conseil des ministres au lendemain de son arrivée en poste. Et il ne faut pas oublier aussi une mise en garde qu'elle a reçue en disant « Faites ce que vous avez à faire, sinon il va vous arriver pire qu'à Maduro. » Comme Maduro, oui. Bon. Ça donne le ton. D'ailleurs, cette déclaration-là de Donald Trump, oui. Elle a été faite dans Air Force One. Il était en feu, là, parce qu'il a été question de la Colombie, de Cuba. Il y en avait pour tout le monde. De l'Iran. Le Groenland. Non, mais du c'est Groenland, ça. Oui, ouais. alors, comment vous résumez? Ça a été vraiment un vol de retour pour le président américain complètement fou, où il est allé dans toutes les directions. Je vais vous résumer un petit peu plusieurs de ses déclarations, à commencer par des déclarations qui visaient donc la Colombie, un pays tout juste à côté du Venezuela, où il a menacé d'une opération militaire là-bas, a accusé Gustavo Petro de posséder des usines de cocaïne. Alors, il cible donc le dirigeant de la Colombie. Quand vous parlez du Groenland, pas la première fois qu'on entend parler du Groenland, là, des intérêts expansionnistes des États-Unis, ben là, il a rappelé que le Groenland devrait absolument passer sous les mains des Américains. Il a même mis un délai à l'intérieur du mois de janvier. Là. Absolument, pour la sécurité nationale. Alors là, absolument, ça doit être fait. Et il a dit que même les Européens, parce que les Européens ont toujours été contre ça, mais il dit qu'au fond d'eux-mêmes, les Américains savent que les Européens savent que c'est ce qui doit être fait. Là, que le ressenti. Le ressenti, ils savent que c'est ce qu'il faudrait, que le Groenland passe à des mains américaines. Ouais. Mais c'est pas tout. Hein. Il a aussi parlé de Cuba. En disant, Cuba est prêt à tomber après la capture là, du président vénézuélien. Cuba est prête à tomber et que ce serait très difficile pour Cuba de tenir le coup sans les revenus issus du pétrole vénézuélien. Alors, je vous dis, là, il est allé dans toutes les directions, le président américain. Il était déchaîné. Ce qui est curieux, c'est les réactions opposées. Il y en a qui saluent ce qui a été fait. Il y en a qui condamnent. D'abord, il n'y a personne de sérieux qui va défendre Maduro. Le régime Maduro, d'ailleurs, la dernière élection n'était pas reconnue par les États-Unis. Le Canada, on considère qu'il avait volé l'élection. C'est plus dans la façon de faire. Maintenant, la défense de Trump, c'est sûr que si tu veux t'appuyer sur le droit international, puis tu passes au Conseil de sécurité des Nations Unies, en d'autres termes, si tu annonces 3 semaines à l'avance que tu vas débarquer chez Maduro, je veux dire, ça va coûter la vie de plusieurs soldats américains. Tu vas peut-être être assez fort militairement pour aller le chercher pareil, mais tu comprends, lui, il va t'attendre, il va se protéger, il va se blinder. Donc là, tu le pognes par surprise. Donc, on a réussi à l'arrêter. Si c'était du point de vue américain, on a réussi à l'arrêter sans perte de vie de soldats américains. C'est juste que, tu sais, autant tu peux dénoncer le régime Maduro, tu dis, OK, là, mais là, c'est qui on met à sa place? Dans le fond,
ce qui serait légitime, c'est ce qu'a demandé Macron, c'est-à-dire de mettre à sa place celui qui est considéré comme ayant gagné les dernières élections volées. Mais là, c'est pas ce que Trump fait. Là, on met la numéro 2. Puis là, une fois que les Américains agissent comme ça, puis que Trump fait des déclarations comme ça, c'est OK, mais est-ce que le président du Venezuela devra être un pantin est-ce qu'on établit une démocratie au Venezuela, puis on respecte le vœu du peuple, ou on établit au Venezuela un régime de pantin qui doit obéir aux États-Unis? Fait que c'est pas... Parce que Maduro était illégitime, puis c'est le cas de la conjointe de Pierre Poilievre, je cherchais pas loin, pour les Vénézuéliens qui ont quitté le pays, comme je sais pas, mais comme à une autre époque, les Vietnamiens. Tu sais, quand t'es chassé de ton pays par un régime dictatorial, autoritaire, puis que ce leader-là ou ce despote-là saute, c'est sûr que tu célèbres dans les rues, c'est sûr que tu danses dans les rues, mais on entend quand même les Vénézuéliens inquiets de l'avenir de leur pays. Est-ce que vraiment on va rétablir une démocratie viable, puis qui va... est-ce que le pétrole vénézuélien va être géré par un ministre de l'Énergie qui est issu d'un gouvernement dûment élu et démocratique qui travaille pour les intérêts du peuple vénézuélien, ou est-ce que tout ce monde-là va être dépendant à la solde des Américains? C'est ça la question. C'est une très, très bonne question. Mais Trump aussi a envoyé un message, là, même juste dans les communications. On t'a dit qu'on te l'a fait parader, là, Maduro. Il y a des photos qui ont circulé rapidement où on le voyait donc avec des espèces d'écouteurs anti-bruit, quelque chose sur les yeux. Puis là, il y a eu toutes sortes de montages avec l'intelligence artificielle que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Après ça, on te l'a fait parader en gougoune. Et là, Trump, même, il y avait des montages où on entendait Maduro défier le président américain en disant « Venez me chercher ». Puis après ça, tu voyais un montage d'un aigle américain. Après ça, les bombardements avec une trame sonore. On a joué beaucoup sur ce narratif-là. En fait. Le Canada s'en est mêlé. Le Canada s'en est mêlé. Mark Carney, d'ailleurs, a commenté la situation sur ses réseaux sociaux. Et il a déjà quand même eu certaines conversations, là, Mark Carney, avec notamment Maria Corina Machado, qui est la lauréate du prix Nobel de la paix. On se souvient de le fameux Nobel de la paix qui a échappé au président et qui était américain. la représentante de l'opposition au Venezuela. Ah oui, toute une figure de résistance, t'as entièrement raison. Alors qu'on Trump ne l'avait pas. Non. Trump ne l'avait pas. Mais là, il a volé son prix. C'est pas son choix. C'est probablement peut-être pour ça. Il dit qu'elle n'a pas les appuis forts dans le pays. Là. Alors, tous les deux condamnent le régime brutalement oppressif, criminel et illégitime de Maduro. Le premier ministre a affirmé aussi le soutien du Canada à un processus de transition pacifique, négocié et dirigé par le Venezuela. Et le premier ministre Carney souhaite que ce processus-là favorise la stabilité et le respect de la volonté démocratique du peuple. Parce qu'un des intérêts du Canada, j'oserais dire une des inquiétudes du Canada, le pétrole vénézuélien était barré aux États-Unis, on s'était assuré, il y a juste Chevron, là, c'est la seule entreprise qui était restée, qui avait gardé quelques intérêts, sinon les Américains étaient sortis du pays. Et ça faisait que le Canada, d'une certaine manière, c'était bon pour nous. On avait le gros bout du bâton parce que dans les approvisionnements pétroliers américains à distance, à distance de marche, là, pas trop loin, le Canada devenait le seul joueur. Là, tout à coup, si les Américains peuvent recommencer à investir au Venezuela, qui est un pays qui a énormément de pétrole, c'est pas très bon pour le Canada. Là. Ça affaiblit la position du Canada. Oui, parce que Trump, lui, a annoncé son intention de prendre les rênes de l'industrie pétrolière. Ce serait intéressant de voir aussi les impacts sur la bourse. Là, je vous dirais, je jette un œil toujours aux transactions d'avant ouverture de marché. Léger recul pour le Dow Jones. Légère progression pour le S&P 500, mais c'est anecdotique. On parle de 0,26 puis 0,6 pour le... Je vais faire une parenthèse par la bourse. Si je te posais la question, Alexandre, ce matin, est-ce que tu penses que les profits de Google vont baisser? Google, mais je pourrais mettre Amazon, je pourrais mettre Meta. Est-ce que tu penses que les profits des grandes entreprises d'intelligence artificielle et autres vont baisser à cause de ce qui est arrivé au Venezuela? La réponse, c'est non. C'est pas un pays très important. À la limite, pour les États-Unis, à long terme, du point de vue pétrolier, ça peut être payant. Oui, mais ça bouge pas beaucoup non plus dans ce que je vois pour les indices pétroliers, Bitcoin, légère augmentation. L'argent un peu, par exemple. L'argent, ce matin... dans les transactions d'avant ouverture de marché, presque 6 %. Mais le Canada est dans une drôle de position, là.
Oui, mais c'est sûr que c'est certain que M. Carney n'est pas heureux de ça. Là. C'est-à-dire que lui, ça y enlève un de ses arguments de négociation. Là. Le fait d'être le fournisseur de pétrole privilégié pour les États-Unis. Ils ont d'autres options. Ouais, là, ils ont une option de plus. Puisqu'on parle de M. Carney, il va se rendre en France. Ça va être, il part dans les prochaines minutes, je pense. Et ça va faire partie des choses, effectivement, qu'on va surveiller aujourd'hui. Mark Carney qui va participer à une rencontre de la coalition des pays alliés de l'Ukraine. C'est une rencontre qui va durer 2 jours. Le président français Emmanuel Macron qui réunit 26 dirigeants ou représentants des partenaires de Kiev. L'objectif, c'est de travailler sur des garanties de sécurité. On n'a toujours pas réglé le conflit. Est-ce que ça va se faire en 2026? Est-ce qu'on va voir ça cette année? Et selon M. Macron, cette étape-là, au niveau des garanties de sécurité, c'est une nécessité avant qu'un cessez-le-feu soit approuvé et soit possible. Alors, on va parler dans ces échanges-là du retrait éventuel des forces russes, de la création d'une zone démilitarisée et des modalités de contrôle aussi d'un accord de cessez-le-feu. Selon Zelensky, l'accord de paix serait finalisé à 90 %. Mais il y a un point qui reste en suspens, c'est le point sur les territoires. Les territoires occupés par la Russie, et c'est pas un petit point. Ouais. Bon, c'est la rentrée pour nous ce matin. Dans les écoles, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est journée pédagogique, mais là, on rentre ce mois de janvier avec une nouvelle règle. Vous avez entièrement raison, Mario. Oui. Le vouvoiement. Là, il faudra s'y habituer. Tout indique que ça se fera peut-être pas dans chaque classe, par contre. Il y a des enseignants de la maternelle qui s'opposent à cette imposition-là, qui n'ont pas l'intention de faire respecter la directive du gouvernement Legault. C'était sous l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Là, il y a des enseignants, puis on pouvait lire ça dans le journal ce matin, qui disent que des jeunes ont encore de la difficulté à maîtriser les pronoms à cet âge-là. Alors, au préscolaire, voulez-vous-tu, voulez-vous, ça vient mêler un peu. Je le fais encore aujourd'hui, ça. Voulez-vous-tu? Voulez-vous-tu? Regarde, tu vois. Oui. Mais tu n'as pas d'âge. Non. Alors, peut-être. Voulez-vous-tu, ça me mélange. Tu viens peut-être de finir ta prématernelle, on ne sait pas. Elle ne veut pas désavouer cette mesure-là, mais la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, appelle le milieu scolaire à faire preuve de jugement dans l'application de ce nouveau règlement-là. C'était hier les Critic Choice Awards. Première cérémonie de l'année, puis ça donne le ton, là, parce qu'il y a les Golden Globes dimanche prochain, il y aura les Oscars ensuite. Celui qui s'est démarqué cette année, c'est Timothée Chalamet, qui remporte le prix de meilleur acteur avec Marty Supreme, qui est encore au cinéma présentement. C'est l'histoire. Mais Critic Choice, ça, c'est les critiques, c'est ça? C'est ceux qui votent, ce sont vraiment les critiques des médias, là. C'est ça. Puis là, et le film Marty Supreme, ça se passe dans les années 50. C'est un joueur de ping-pong qui a des ambitions démesurées, qui est au cinéma présentement. Timothée Chalamet, qui a participé, entre autres, au film de Denis Villeneuve il y a 30 ans. Là, c'est un espoir. C'est toute une étoile montante, au fait. Puis, tu sais, il était nommé dans la même catégorie que Leonardo DiCaprio, quand même. D'ailleurs, le film de Leonardo DiCaprio aussi s'est démarqué comme meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, A Battle After Another. Ça aussi, ça avait été bien réussi. C'est possible de rattraper ce film-là. Sinon, petite mention également Jimmy Kimmel qui a remporté meilleur prix talk show. Il y a Keep Up Demon Hunter qui a gagné également. Studio Adolescence. Il y a beaucoup de séries Netflix qui se démarquent cette année. Donc, on pense que ça peut donner le ton aux Oscars. Et mention... Il y a un Québécois qui est... oui. François Arnault. Tout le monde se l'arrache. François Arnault qui est dans une série présentement sur Crave qui fait énormément réagir. La série, j'essaie de retrouver le titre en français, Rivalité brûlante, si on peut la nommer ainsi. C'est une série où on a mis hypothétiquement 2 vedettes de hockey. On les nomme pas, mais c'est comme si on mettait Sidney Crosby puis Alexander Ovechkin avec une relation secrète amoureuse, homosexuelle, passionnée. Mais ça marche. Là. Les scènes sont assez torrides, mais le but de ça, puis c'est ce que François Arnault disait hier sur le tapis rouge, la série fait autant de bruit, même aux États-Unis, au Canada, parce que on vous appâte avec les scènes de sexualité, mais au final, on vous brise le cœur à la fin de tout ça. Oh. Ça fonctionne très bien. François Arnault, hier, qui est monté sur scène, et ça criait tellement, ça a été difficile pour eux de présenter une catégorie tellement les fans étaient en délire. Là. François Arnault, moi, je me suis pas encore remis du fait qu'il est parti de la masque à la première saison. Ouais. Ah oui, il l'avait remplacé, il y a une carrière majeure maintenant aux États-Unis, là, depuis les Borgia et tout ça. Complètement. Vraiment... Là, tout ce qu'il fait, au fait, fonctionne. Mais moi, je vous dis, j'ai encore le deuil à Masca. Là, c'est pas fait, ça. OK, bon. On se parle, Justine, bonne année d'abord, Justine. Bonne année. Et on se parle, le Canadien faisait la fin hier de ce voyage du temps des fêtes qui a parfois été cruel. Dans les mauvaises années, c'était le voyage. La saison finissait avec le voyage du temps des fêtes. Effectivement. Et si on repense à l'année passée, c'est vraiment là où ça avait été le tournant de la saison parce que le Canadien était 30e, je crois, là, avant ce fameux voyage. Finalement, on avait réussi à enchaîner les succès. Mais les 2-3 années avant...
Les espoirs, tout espoir de participer aux séries était enterré là, au 4 janvier. Oh oui, on connaissait l'issue du reste de la saison, mais là, encore une fois, plusieurs belles choses dans les dernières semaines pendant ce voyage de 7 matchs. Pas face à des adversaires faciles, il faut le dire. Les Panthers, le Lightning, hier, les Stars. Après des moments peut-être plus compliqués aussi, si on repense à la situation des gardiens de but, on a rappelé Montembeault, on a jonglé avec les trois tout au long du voyage. Et finalement, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Hier, les Stars de Dallas, c'est quand même la deuxième meilleure formation de la Ligue nationale après l'Avalanche du Colorado. Je les ai placés comme champions de la Coupe Stanley. Alors, c'est vous dire à quel point ils sont armés pour aller très, très loin en séries éliminatoires encore cette année. Mais hier, les Canadiens, encore une fois, les jeunes ont réussi à faire la différence. Philippe Danault pensait peut-être avoir marqué son premier but là, depuis son retour. Finalement, c'est Brendan Gallagher. L'avantage numérique qui a fonctionné avec Slavkovski. Et j'aime beaucoup le deuxième trio formé de Slavkovski, Demidov et Kapanen qui a encore une fois trouvé le fond du filet hier. Et il faut donner crédit à Samuel Montembeault qui a vraiment réussi à connaître une bonne performance hier, malgré tout. Là, la situation des gardiens n'est pas réglée. Mais tour à tour, il se présente devant le filet et le Canadien finit par gagner. Là. C'est pas le gardien qui vole le match, les gardiens en font juste assez pour permettre à l'équipe de gagner. Oui, puis j'imagine que les performances devant eux permettent à l'équipe d'être patient, de prendre leur temps pour prendre la décision finale, à savoir qui on garde avec le grand club et qui on retourne avec le Rocket pour le reste de la saison. Mais jusqu'à présent, le ménage à trois fonctionne. Championnat mondial junior. J'ai regardé ça hier soir jusqu'à la fin. Le Canada qui a été éliminé. Un match un peu fou avec les arbitres qui ont pris beaucoup de place dans le match. Là. Parfois, l'avantage du Canada aussi, mais il me semble que les arbitres sont les vedettes du match. Se faire briser le cœur 3 fois de suite par la même personne, la même équipe, c'est un peu ce qu'a vécu les amateurs d'équipe Canada Junior hier parce qu'ils retrouvaient la Tchéquie en demi-finale. Cette même formation qui les avait éliminés lors des 2 éditions précédentes. Il faut dire que le Canada avait le grand objectif de retourner au fameux match de la médaille d'or parce que le Canada, c'était la dynastie du hockey et du hockey junior depuis tellement longtemps. Mais hier, ils ont été déclassés par la Tchéquie. Pas au pointage, mais au nombre de tirs au but, au contrôle de la... C'est comme si le Canada créait l'égalité, puis les Tchèques se disaient on a besoin d'un but, puis ils allaient le faire. 1 minute après, ils allaient le faire à toutes les fois. Là. C'est comme si le Canada n'était pas capable de les arrêter du tout. Ils ont vraiment été moins opportunistes que les Tchèques, ça c'est certain. Je repense même à Michael Age, l'espoir du Canadien qui a obtenu un tir de pénalité, le filet grand ouvert. Finalement, on le fait trébucher, alors on rappelle un autre tir de pénalité. Parce que j'appelle que les arbitres, parce que j'ai jamais vu ça, un tir de pénalité repris. T'échappes la rondelle, tu t'enfarges dans le goaler parce que tu t'approches trop de lui sans avoir lancé, puis là on dit le goaler l'a fait trébucher. Un deuxième tir de pénalité, je l'avais jamais vu celle-là. Et cette fois-là, il n'a pas été capable de déjouer le gardien, ce qui aurait quand même peut-être pu changer l'allure du match ou du moins donner un peu de momentum au Canada, mais visiblement la Tchéquie était encore trop fort hier. Et pourtant le Canada s'est accroché, parce que moi à 4 minutes environ, quand le Canada a fait 4-4, j'ai dit ok, ça y est, ils ont repris le momentum, ils vont nous offrir... 1 minute après, dès que les Tchèques avaient besoin d'un but, ils partaient puis allaient le faire, comme si rien les arrêtait. Là. Dans les secondes qui ont suivi, finalement, la Tchéquie qui a inscrit le but de la victoire et en a rajouté un deuxième pour un deuxième coup de couteau dans le cœur des partisans du Canada. Merci, Justin.